Imaginez le silence. Non, pas le silence paisible de la campagne, mais ce silence lourd, électrique, presque insupportable, qui précède une catastrophe. Il est 3 heures du matin, quelque part au plus profond de la Russie, à plus de 1400 km de la ligne de front, là où l'on se croit intouchable, là où la guerre n'est qu'une image pixelisée sur un écran de télévision, une histoire qu'on raconte aux autres, mais qui ne nous touche jamais vraiment. Les ouvriers de l'usine de Votkinsk dorment peut-être, ou font leur ronde de nuit, persuadés que les murs de béton et les systèmes de défense anti-aérienne sont des boucliers impénétrables. Et soudain, le ciel se déchire. Un sifflement aigu, une lumière aveuglante, et le sol tremble comme si la terre elle-même rejetait ce qui vient de se passer. Ce n'est pas un accident industriel. C'est le souffle brûlant de la guerre qui vient de frapper à la porte de ceux qui la croyaient loin. Je vous raconte ça parce que nous sommes à un moment de bascule. Vous le sentez, n'est-ce pas? Cette vibration dans l'air. Ce que nous vivons en ce moment, ce que je m'apprête à vous détailler, dépasse de loin les simples communiqués militaires ou les cartes d'état-major avec leurs flèches rouges et bleues. C'est viscéral. C'est humain. C'est l'histoire d'un effondrement que personne n'avait vu venir aussi vite, et d'une résilience qui défie toute logique. Honnêtement, je sais ce que vous pensez. On entend souvent parler de tournant, de moments historiques, au point que ces mots finissent par perdre leur saveur, par devenir du bruit de fond. Quand le président Volodymyr Zelensky a pris la parole récemment, beaucoup ont sans doute haussé les épaules en se disant « encore un discours pour remonter le moral des troupes ». Il parlait de victoire, de changement de destin, c'étaient des mots forts, peut-être trop forts pour certains sceptiques. On se souvient tous de cette phrase, presque prophétique, qu'il a prononcée il y a quelque temps « La guerre a commencé en Crimée et elle finira ici ». À l'époque, ça sonnait comme un vœu pieux. Mais aujourd'hui, alors que je regarde les rapports qui s'empilent sur mon bureau, les images satellites, les témoignages bruts qui nous parviennent du terrain, je dois vous avouer quelque chose. J'ai des frissons, parce que ce n'est plus de la rhétorique. C'est une réalité en train de s'écrire avec du sang et de l'acier sous nos yeux. Ce qui se passe sur le front sud, dans la région de Zaporijia, n'est pas juste une avancée militaire, c'est un séisme psychologique. Imaginez la scène. Nous sommes dans les steppes du sud de l'Ukraine. Le terrain est plat, impitoyable, offrant peu de cachette. C'est là que l'armée russe avait construit ce qu'elle appelait ses lignes de défense imprenables. Des kilomètres de tranchées, des dents de dragon en béton, des champs de mines si denses qu'on ne pouvait pas poser le pied sans risquer sa vie. Et pourtant, au cours des 2 dernières semaines, quelque chose s'est brisé. Ce n'est pas une fissure, c'est une rupture de barrage. Les forces armées ukrainiennes ont libéré des dizaines de villages. Chacun de ces noms, Verbov, Kopani, Novoprokopivka, résonne maintenant comme un coup de marteau sur l'orgueil du commandement russe. Mais attendez, il faut que vous compreniez l'ampleur de la chose. Regardez la carte mentale que nous sommes en train de dessiner. On parle d'une zone bleue, la couleur de la libération, qui s'étend sur près de 300 km². Est-ce que ce chiffre vous dit quelque chose? Il devrait. Rappelez-vous l'opération audacieuse de 2024 à Koursk, en territoire russe. À l'époque, en une semaine, l'Ukraine avait pris le contrôle d'une superficie similaire, entre 250 et 300 km². Le monde entier était stupéfait. Eh bien, c'est exactement ce qui est en train de se reproduire, mais cette fois-ci, c'est dans le sud, sur un terrain que les Russes ont eu des mois pour fortifier. Ils subissent le même sort, la même humiliation, mais avec une différence cruciale. Cette fois, ils n'ont nulle part où se cacher. Le porte-parole des forces de défense, Vladislav Volokhin, l'a résumé avec une précision chirurgicale. Mais je veux aller au-delà des mots officiels. Je veux que vous sentiez la pression. Les troupes ukrainiennes ne font pas que mener des contre-attaques. Elles nettoient, elles purgent les zones grises. Ces zones tampons où règne l'incertitude, entre 2 lignes de front, sont en train de disparaître au profit du bleu et jaune. Les groupes de sabotage et de reconnaissance russes, ces unités fantômes censées harceler les Ukrainiens, sont traqués et éliminés. On a repoussé l'ennemi sur ce front duel critique, à la frontière entre Zaporijia et Dnipropetrovsk. Mais avant d'aller plus loin, je veux vous poser une question qui me hante souvent quand je vois ces mouvements de troupes massifs. Qu'est-ce qui fait qu'une armée, supposée être la 2e du monde, disposant de ressources quasi illimitées, finit par plier face à une force qu'elle pensait écraser en 3 jours? Est-ce le manque de munitions, la mauvaise stratégie, ou est-ce quelque chose de plus profond, de plus insidieux? Arrêtons-nous un instant là-dessus. Dans la vie, comme en politique ou à la guerre, il y a une illusion tenace, celle que la taille et la puissance brute sont les garants ultimes du succès. Nous grandissons en pensant que le plus fort,
Le plus riche, le plus bruyant est celui qui gagnera inévitablement. C'est une erreur de jugement fondamentale. La véritable puissance ne réside pas dans l'accumulation de matériel ou dans la hauteur des murailles que l'on construit. La vraie puissance, c'est la cohésion, c'est la confiance. Regardez ces structures massives, ces empires, ces entreprises géantes qui semblent indéracinables. Souvent, elles sont rongées de l'intérieur par la corruption, par le mensonge, par la peur de dire la vérité au chef. Quand chaque maillon de la chaîne a peur, quand chaque rapport est falsifié pour plaire à la hiérarchie, la réalité finit par se venger. C'est ce qu'on appelle la fragilité systémique. On peut avoir des milliers de chars, mais si l'âme de ceux qui les conduisent est brisée par le cynisme et l'injustice, ces chars ne sont que de la ferraille en attente. La leçon ici, pour nous tous, c'est que l'intégrité, être aligné avec soi-même et avec la réalité, est une arme bien plus redoutable que l'intimidation. Sans intégrité, la puissance n'est qu'un colosse aux pieds d'argile qui attend la première pluie pour s'effondrer. Revenons sur le terrain, car l'effondrement dont je parle est bien réel. Ce n'est pas seulement une question de territoire perdu pour les Russes, c'est la manière dont ils le perdent. L'élite. Parlons de l'élite. Derrière ces succès ukrainiens dans le sud, il y a l'ombre des forces aéroportées, les fameux parachutistes. Le général Oleksandr Syrski et le commandant des forces d'assaut aérien, le général Ihor Skibium, ont orchestré une symphonie de chaos pour l'occupant. Les 82e et 95e brigades d'assaut aérien. Ces noms ne vous disent peut-être rien, mais pour les soldats russes en face, ils sont synonymes de terreur. Leur mission était claire mais incroyablement risquée. Perturber les plans russes d'avancer vers Dnipropetrovsk et Zaporijia. Et croyez-moi, ils ont fait bien plus que perturber. C'est un champ de bataille extrêmement dynamique. Dynamique, c'est le mot poli pour dire enfer. Les combats se déroulent à courte distance, dans les ruines, dans les bosquets. Les parachutistes ukrainiens ont maintenu un tempo opérationnel si élevé que les réserves russes, pourtant nombreuses, n'ont pas suffi à endiguer la marée. Et c'est là qu'intervient la brigade Spartan. Rien que le nom évoque la discipline et la férocité. Les soldats de la garde nationale au sein de cette brigade ont réalisé un coup de maître. Imaginez une route logistique, une artère vitale pour l'armée russe dans l'oblast de Zaporijia, en direction de Poloï et Tokmak. C'est par là que passent les munitions, le carburant, les hommes. Les Russes, dans leur désespoir d'adapter leur matériel, utilisent tout ce qu'ils trouvent. Des camionnettes civiles modifiées, des quads, des bricolages de fortune avec des plaques de blindage soudées à la hâte. Un convoi de ce type avançait, lourd, bruyant, persuadé d'être à l'abri derrière ses propres lignes. La brigade Spartan les attendait. L'embuscade a été totale. Ce n'était pas un combat, c'était une exécution tactique. Le bloc de métal russe a été anéanti avant même d'arriver à destination. Les images de ces véhicules calcinés, de ces carcasses tordues sur le bord de la route, sont la preuve visuelle que l'armée russe a perdu la maîtrise de ses propres arrières. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Écoutez bien ces chiffres, car ils sont vertigineux. Les forces spéciales du SBU, le groupe Alpha, ont révélé les pertes russes de la seule semaine dernière. 3 chars, 4 véhicules blindés, 16 systèmes d'artillerie, 4 lance-roquettes multiples, 3 systèmes de défense aérienne. Mais ce n'est pas tout. 2 systèmes de guerre électronique, ces yeux et ces oreilles technologiques si précieux, ont été détruits. Plus de 200 véhicules, 227 drones, 17 systèmes robotiques. Et le coût humain. Plus de 2000 soldats russes mis hors de combat en une semaine sur ce secteur. C'est une hémorragie, une saignée à blanc. Quand on voit une telle débauche de destruction, une telle perte de vie et de matériel, on ne peut s'empêcher de se demander « Comment en arrive-t-on là ? Comment des êtres humains peuvent-ils continuer à se jeter dans un tel brasier ?» Cela m'amène à une réflexion sur la nature de l'aveuglement. Avez-vous déjà remarqué à quel point il est difficile d'admettre que l'on a tort, surtout quand on a beaucoup investi dans une erreur ? C'est ce qu'on appelle le biais des coûts irrécupérables en psychologie. Plus nous mettons de temps, d'argent ou d'efforts dans une voie, plus il nous est impossible de faire demi-tour, même si le précipice est juste devant nous. En politique, c'est dévastateur. Un leader lance une guerre ou une politique désastreuse. Les premiers signes d'échec apparaissent. Au lieu de s'arrêter, de réévaluer, il double la mise. Pourquoi ? Parce que s'arrêter serait admettre l'erreur initiale. Alors on sacrifie davantage. On sacrifie des ressources, on sacrifie des vies, on sacrifie la vérité. C'est une fuite en avant tragique. Dans nos propres vies, nous faisons parfois la même chose à plus petite échelle. Nous restons dans des relations toxiques, des emplois sans issue, ou des projets ratés simplement parce que nous avons peur de dire « je me suis trompé, je recommence ». Ah, mais le vrai courage, ce n'est pas l'obstination aveugle.
Le vrai courage, c'est la capacité de regarder l'échec en face, de couper les pertes et de changer de direction avant qu'il ne soit trop tard. Combien de temps encore les dirigeants russes vont-ils sacrifier leur peuple sur l'autel de leur propre ego ? C'est la question que tout le monde se pose. Et pendant que nous nous posons cette question, l'incendie se propage. Littéralement. Ce n'est plus seulement le sud. Regardons vers le nord-est, vers la ligne Kupiansk-Liman. Là aussi, la situation est en train de virer au cauchemar pour Moscou. Les forces ukrainiennes ont lancé une opération similaire à celle de Zaporizhia. Vers Vovchansk, le village de Pilna a été repris. Mais le détail le plus frappant, c'est ce qui s'est passé près de la rivière Siversky-Donets. Les troupes ukrainiennes, utilisant le terrain et la couverture naturelle de la rivière, ont réussi à isoler un bataillon russe entier. Isolé, coupé de tout soutien. Imaginez la panique. Vous êtes un soldat russe, on vous a dit que vous alliez gagner facilement. Et maintenant, vous êtes encerclés, vos radios grésillent dans le vide, et vous savez que personne ne viendra vous chercher. Le porte-parole Viktor Trakub a fait une annonce qui sonne comme un glas. Le pourcentage de territoire sous contrôle russe dans cette zone spécifique est tombé à moins de 3%. 3%. Ce n'est plus une occupation, c'est une survie désespérée. Il ne reste que quelques dizaines de soldats terrés dans les rares bâtiments encore debout. Ils ne se battent non plus pour la gloire de l'Empire ou pour une idéologie. Ils se battent juste pour respirer une minute de plus. Ils sont piégés au nord et à l'est de Kupiansk, au-delà de la rivière Oskil. C'est là que la technologie entre en scène de manière effrayante. La brigade GART. Retenez ce nom. Leurs opérateurs de drones sont devenus des légendes. Il y a une vidéo qui circule. Peut-être l'avez-vous vue. On y voit un dépôt de munitions russes caché, camouflé dans une zone boisée ou un village abandonné près de la frontière, direction Sotnitsky-Kozachok. Le drone ukrainien ne se contente pas de lâcher une charge au hasard. Non, il plonge. Il plonge littéralement par la fenêtre du bâtiment, comme un oiseau de proie qui fond sur sa cible. La précision est terrifiante. Même cachés à l'intérieur, même sous le couvert des arbres, ils ne sont pas en sécurité. L'explosion qui suit est massive. C'est la preuve que la mobilité et la puissance de feu russe s'évaporent. La 116e brigade mécanisée a rapporté la destruction de véhicules, de mortiers. L'armée russe perd sa capacité de mouvement, et une armée immobile est une armée morte. Mais il y a un autre front, peut-être le plus important symboliquement, le Donbass. Zelensky l'a dit à Munich, « Nous n'abandonnerons jamais le Donbass ». Et les actes suivent les paroles. Près de Donetsk, occupé, une antenne de guerre électronique russe, un système Tor sophistiqué, scannait le ciel pour bloquer les drones ukrainiens. Ironie du sort, c'est un drone qu'il a trouvé et détruite. Le chasseur est devenu la proie. Et que dire de ce dépôt pétrolier à Louhansk ? Il fournissait du carburant aux 41e et 2e armées combinées russes. Les Ukrainiens l'ont frappé avec des drones FPV. La vidéo montre une colonne de fumée noire, épaisse, grasse, qui monte vers le ciel, visible à des kilomètres. Des explosions enchaînent. Ce n'est pas juste du pétrole qui brûle, c'est la logistique russe qui part en fumée. Sans essence, les chars ne sont que des boîtes de conserve de 40 tonnes. L'artillerie ne peut plus se déplacer. C'est une perte de millions de dollars, mais surtout, c'est une perte de temps et de mobilité que la Russie ne peut pas se permettre. Tout cela nous montre une chose. La vulnérabilité est partout. Et cela soulève une interrogation fondamentale sur notre rapport à la sécurité. Est-ce que la sécurité absolue existe vraiment ? Nous passons notre vie à essayer de bâtir des murs, au sens propre comme au figuré. Nous prenons des assurances, nous installons des alarmes, nous épargnons de l'argent, nous construisons des routines pour nous protéger de l'imprévu. Nous cherchons désespérément à créer une zone où rien de mauvais ne peut nous arriver. C'est humain, mais c'est une illusion. La véritable sécurité ne vient pas de l'absence de danger, mais de notre capacité à y faire face. Regardez ces soldats russes dans leurs dépôts, sécurisés, derrière leurs lignes, persuadés d'être à l'abri. Leur sentiment de sécurité était leur plus grande faiblesse, car il les a rendus complaisants. La vie est, par essence, incertaine. Le chaos peut surgir par la fenêtre à tout moment, comme ce drone. La leçon ici n'est pas de vivre dans la paranoïa, mais d'accepter l'incertitude, de développer non pas des murs plus hauts, mais une plus grande agilité d'esprit, une plus grande résilience. Être prêt à s'adapter quand le toit s'effondre, c'est ça, la seule vraie sécurité. Et si l'on parle d'effondrement de la sécurité, il faut parler de ce qui se passe maintenant, à l'intérieur même de la Russie. Les opérations transfrontalières ukrainiennes ont atteint un niveau d'audace et de sophistication jamais vu depuis le début de la guerre. Ce n'est plus seulement de la défense, c'est de la projection de puissance. Parlons du missile Flamingo. Rien que le nom semble inoffensif, presque exotique, mais c'est une bête de guerre.
Les Ukrainiens ont frappé l'usine de Votkinsk. Je vous en parlais au tout début. Cette usine est à plus de 1400 km de la frontière. Vous réalisez la distance ? C'est comme tirer de Paris et toucher une cible à Rome ou Varsovie avec une précision millimétrique. Cette usine n'est pas n'importe laquelle. Elle produit les missiles balistiques Iskander-M, les missiles intercontinentaux Topol-M et le fameux système Oreshnik, l'arme fétiche de Poutine. C'est le cœur battant du complexe militaro-industriel nucléaire russe. Les analystes disent que l'usine était entourée de tranchées et de clôtures, comme une forteresse médiévale. Mais les missiles Flamingo, avec leurs tonnes d'explosifs, se moquent des tranchées. Le général à la retraite Ihor Romanenko a expliqué que cette frappe prouve que l'Ukraine ne fait pas que bricoler des drones. Elle développe une industrie de missiles de croisière capable de déjouer les radars russes. Ils améliorent la signature radar, les systèmes de guidage. C'est une course technologique que Kiev est en train de gagner. Et ce n'est pas tout. Le dépôt d'armes du Graou, près de Kotluban, dans la région de Volgograd, a aussi été frappé. Un abri de 3600 mètres carrés pulvérisé. Les explosions ont été si violentes que les habitants ont cru à un tremblement de terre. Mais l'horreur pour le Kremlin ne s'arrête pas là. À Orel, des drones kamikazes ont frappé l'aérodrome de Pugatchovka. Un hélicoptère de transport Mi-8 et un hélicoptère d'attaque Ka-52 détruits au sol. L'aviation russe, qui se croyait intouchable sur ses propres bases, est en train de se faire clouer au sol. À Belgorod, la sous-station électrique de Frunzenskaya a explosé, plongeant la ville et la région dans le noir. Imaginez la scène. Une ville russe moderne, soudainement privée de lumière, les sirènes qui hurlent, la défense aérienne qui tire frénétiquement dans le ciel nocturne, souvent en vain. La guerre est rentrée à la maison. Et enfin, le coup de grâce psychologique. Moscou, la capitale, le symbole du pouvoir. L'Ukraine a lancé une nuée d'environ 100 drones vers Moscou. 100 drones. C'est une armada. Le maire Soubianine a beau dire qu'ils en ont abattu 25, la réalité s'est vue dans les aéroports. Vnukovo, Domodedovo, Sheremetyevo, Joukovski, tous fermés. Le plan Tapi a été activé. C'est le nom de code pour fermer l'espace aérien face à une menace imminente. Des centaines de vols annulés ou détournés. Des milliers de passagers bloqués, regardant les tableaux d'affichage s'éteindre, réalisant que la guerre n'est pas seulement à la télévision, elle est là, au-dessus de leur tête. Ce n'est pas la première fois, mais l'ampleur est inédite. L'Ukraine démontre qu'elle peut paralyser le cœur de la Russie quand elle le décide. Face à tout cela, on arrive au point de bascule dont je parlais au début. Mais c'est aussi un moment de grande solitude pour le pouvoir. Réfléchissez à la notion de responsabilité. Nous aimons souvent blâmer les circonstances, la malchance ou les autres, pour nos échecs. C'est un mécanisme de défense naturelle. Mais au sommet, là où l'air est rare, il n'y a personne d'autre à blâmer. Quand vous êtes le chef, que ce soit d'une famille, d'une entreprise ou d'un pays, chaque décision pèse des tonnes. Et il arrive un moment où la propagande ne suffit plus. Où les mensonges que l'on se raconte pour dormir la nuit se dissipent face à la dure lumière du matin. La responsabilité ultime, c'est d'accepter les conséquences de ces actes. Pour le leadership russe, les conséquences s'accumulent sous la forme de villes sans électricité, d'usines en feu et d'une frontière qui s'effrite. Pour nous, dans nos vies, la leçon est plus douce, mais tout aussi vitale. Ne construisez pas votre vie sur des mensonges ou des dénis, car le jour où la réalité frappe à la porte, et elle frappe toujours, l'addition est souvent bien plus lourde que si l'on avait été honnête dès le départ. Alors, où en sommes-nous ? La vue depuis les tours du Kremlin doit être terrifiante ce matin. Un effondrement honteux de 300 km² dans le sud, une désespérance confinée à quelques bâtiments en ruine dans le nord, des usines de missiles balistiques qui brûlent au cœur de la mère patrie, et une capitale forcée de voler à l'aveugle, son ciel fermé par la peur. Toutes ces données, mises bout à bout, dessinent une vérité que personne à Moscou ne veut admettre. L'initiative a changé de camp. Ce n'est pas encore la fin. La guerre est une bête imprévisible, et un animal blessé est toujours dangereux. Nous ne savons pas encore comment l'Ukraine va déployer ses dernières réserves stratégiques, ni quels sont les nouveaux plans qui se discutent dans les couloirs feutrés de l'OTAN. Mais le cycle mental a changé, la peur a changé de camp. Les jours qui viennent pourraient en être bien plus critiques pour l'armée russe que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Ce que nous observons, c'est la démonstration que la volonté, l'intelligence tactique et le courage peuvent ébranler les géants. C'est une leçon d'histoire en temps réel. Restez attentifs, gardez l'esprit critique, et surtout, n'oubliez jamais que derrière chaque mouvement sur la carte, il y a des destins humains qui se jouent. Le monde change vite, très vite, et nous sommes aux premières cloches pour le voir.